Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Ça fait débat, ça fera évidemment débat sur nos antennes avec le sujet choisi. Puisque le sujet intéresse la capitale, la République démocratique du Congo, la situation politique devient de plus en plus tendue au sein de la majorité présidentielle. Les ténors de cette famille débarquent du train. Alors vont-ils débarquer seuls ou avec leurs bagages, à savoir leurs ministres et les membres des assemblées? Allons-nous assister à un nouveau remaniement ministériel? La majorité restera-t-elle encore la majorité? Qui de frondeurs ou des loyalistes ont raison? Élément de réponse dans ce magazine avec Papi Tamba, l'habituel communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue Papi Tamba. Merci monsieur Fili. Yves Kissombe également sera de la partie. Il est également communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue Yves. Merci. Et de l'autre côté, Laurent Onyemba, juriste et analyste politique. Vous intervenez ici à titre d'indépendant, c'est ça? Parfaitement. Voilà, Jolino Makelele, porte-parole de l'UNC Parti Cher à Vital Kamerhe. Bienvenue. Merci. Alors nous allons faire le point sur ce seul sujet à la une de l'actualité en République démocratique du Congo. Alors je vais d'abord commencer avec Yves Kissombe. Alors Yves, la première question que je vous pose, cette question fera évidemment le tour de la table. Est-ce qu'un rappel démocratique provenant du groupe G7 à l'endroit du chef de l'État devrait aujourd'hui inquiéter et conduire à l'exclusion, à votre avis? Un rappel tout à fait démocratique qui rappelle évidemment le respect du délai constitutionnel. Absolument pas. C'est un rappel démocratique à l'autorité morale, aux instances. S'il y avait lieu, ne peut pas poser problème. Mais ce n'est pas le cas de figure. Nous sommes dans le cas de figure d'une auto-exclusion de certains partis de la majorité présidentielle, qui n'en font plus donc partie maintenant, pour des attitudes on ne peut plus irrévérencieuses, diffamatoires et d'une outrecuidance qu'on ne peut pas accepter en politique. Parce que même un parti de l'opposition aujourd'hui travaille, agit avec des principes démocratiques, de discipline, de loyauté, et donc il faut rappeler que cela n'a rien à voir donc avec un quelconque rappel démocratique. C'est même pas un problème de fond, c'est un problème d'attitude, de comportement politique, de loyauté réciproque d'ailleurs. La majorité présidentielle a pour fondement, non pas tant un socle idéologique, c'est une plateforme qui n'est pas tout à fait comparable à un parti politique, comme on le voit sous d'autres cieux, qui a comme essence le soutien nécessaire à l'action du président de la République. La majorité présidentielle, c'est une plateforme qui a pour raison d'être le renforcement de l'autorité politique du président de la République. Donc, sur le plan politique, la personne du président de la République, pour tout parti de la majorité présidentielle, est sacrée. Il y a une touche particulière au respect dû au chef de l'État, aujourd'hui en ce qui nous concerne, demain pour une autre famille politique qui accéderait éventuellement à ses responsabilités. Donc, même quelqu'un de l'opposition ne peut pas accepter l'insolence, l'outrecuidance, la diffamation, les diffamations, les propos, on ne peut plus calomnieux. C'est le cas de la majorité, mais parce que Vital Kamerhe a quand même applaudi cet acte-là. Mais oui, mais c'est par il est de l'opposition aussi. C'est par manque d'esprit républicain. Parce que on ne peut pas, lorsqu'on est partie prenante de la majorité présidentielle, adresser avec renfort de publicité bien assuré, des correspondances aussi diffamatoires au président de la République. On ne peut pas violer les devoirs de réserve par ailleurs lorsqu'on est ministre, lorsqu'on est membre des institutions, lorsqu'on est conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Mais quel est le démocrate au niveau même de l'opposition, sur le plan républicain, qui peut trouver cela normal? On aura l'argument d'un... Donc, je répète, la majorité présidentielle, le qualificatif le dit bien, n'existe que pour soutenir l'autorité du président de la République. À partir du moment où vous tirez sans aucune décence à boulet rouge, à l'arme lourde sur le président de la République, vous vous désolidarisez, vous quittez
sa famille politique. C'est peut-être l'un des seuls vrais cas d'auto-exclusion que la scène politique congolaise ait pu avoir. L'auto-exclusion a été déclarée par le bureau de la majorité, constatée, voilà, par le bureau de la majorité présidentielle et non par les frondeurs eux-mêmes. Bon, je pense qu'on n'est pas dans un problème de terminologie, de sémantique. Je crois qu'ils ont eux aussi parlé d'auto-exclusion, quand bien même on les aurait exclus. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est la rupture du fait de leurs agissements, qui ne datent d'ailleurs pas de dernièrement, par rapport à l'esprit qui doit régner au sein de la majorité présidentielle. Et nous sommes heureux que désormais, vous parliez tout à l'heure de problèmes au sein de la MP. Non, il n'y a pas de problème au sein de la MP. Il y a une clarification. La MP, c'est un bloc politique qui est derrière Joseph Kabila, qui soutient l'autorité du président. On parlera des problèmes au sein de la majorité présidentielle. Ce sera un avis contraire. Alors, je vais prendre M. Papitamba. M. Papitamba, à votre avis, est-ce que cette démarche est honorante ou est-ce qu'on a péché en disant au chef de l'État les véritables problèmes qui se posent au sein de la société congolaise? Merci, M. Floride. Commençons par faire observer que cette correspondance était la troisième en moins de 8 mois. La question qu'il convient de se poser, pourquoi une correspondance adressée une première fois, une deuxième fois, n'a pas amené à l'auto-exclusion, puisque les termes restent les mêmes, les contenus restent les mêmes, M. Makelele donnera et que la réponse la troisième à cette fois, question. Cela va conduire à l'auto-exclusion. C'est qu'il y avait un changement dans la manière de faire. Ce changement dans la manière de faire devient une action politique qui doit faire réfléchir. Vous savez, une des raisons principales de la politique, c'est aussi le choix des alliés. Il faut toujours savoir avec qui je suis dans les mêmes bateaux. Nous avons plusieurs acteurs politiques des plateformes avec qui la majorité entretient des relations. Ça peut être à un moment des relations qui peuvent souffler chaud ou froid, mais du moins on sait identifier les gens. Mais les loups dans la bergerie, on n'en veut pas. Et il était important aujourd'hui que nous puissions maintenant voir les choses de cette manière. Quelle a été la procédure? La procédure a été telle qu'ils écrivent une lettre, on convoque un bureau politique pour en parler. Non pas seulement que c'est la fuite au niveau de la presse, mais ils commencent par faire des déclarations, non pas dans les chaînes locales, mais des chaînes internationales, où les intentions étaient clairement mises à nu. Au-delà de cela, ils viennent avec une attitude tellement réservée lorsqu'ils sont convoqués au bureau politique, et que ce sont des gens qui sont venus avec la tendance de se victimiser. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà un plan calculateur et qui voulaient être des victimes vis-à-vis de l'opinion. Vous faites de la politique. Vous êtes une plateforme. Pensez-vous que ces gens de personnes peuvent encore être considérés comme des alliés ou ils peuvent être considérés comme étant des gens avec qui vous pouvez continuer à entretenir des rapports mais qui ne sont plus avec vous comme des alliés? Tenez, M. Floride, moins de 48 heures après leur auto-exclusion, ils déclarent qu'ils forment une plateforme politique. Même le président de l'INC, pour former l'INC, a pris un peu de temps. Lorsque moins de 48 heures, ils peuvent déjà l'annoncer à la face du monde, ça montre qu'il y avait un effet calculateur. Ils ont calculé les choses et au-delà de ça, nous sommes loin de... Mais justement parce que c'était la troisième lettre et que la première lettre adressée n'a pas trouvé réponse, la deuxième et finalement la troisième. Ça se préparait en sourdine parce qu'il n'y a pas de réponse. L'erreur ici, pour certains, serait de penser qu'ils sont seuls ou que les bonnes idées naissent dans leur cerveau. C'est de penser que les réponses qu'ils peuvent recueillir ne pourraient correspondre à ce qu'eux ont déjà dans leur cerveau pour être considérés comme étant politiquement corrects. M. Florine, cette correspondance est adressée au chef de l'État le 16 septembre, le 16 2015. Oui. Un an avant, parlons de la Constitution dans l'état actuel des choses, un an avant la date où devait être convoqué le scrutin présidentiel. Qu'est-ce qui donne droit à quelqu'un, un an avant, de commencer à accuser la personne qui dirige ce pays des faits que personne ne pourra établir? C'est une démarche politicienne. Non, c'est tout simplement parce que ces gens parce que ces gens connaissent mieux le chef de l'État que vous. De la même manière, nous dirons peuvent aussi, très bien lire entre les lignes. De la même manière, nous dirons aussi que nous aussi nous connaissons les intentions de ces gens. Vous savez, ce n'est pas un effet de hasard. Il y a le président de l'IDPS qui se prononce aujourd'hui pour dire que voilà, je me retire du processus du dialogue. Le lendemain, c'est la lettre de ceux que nous appelons les frondeurs. Et le surlendemain, c'est la manifestation de l'opposition. Si vous croyez au hasard, moi je refuse de croire au hasard. Vous lisez autrement les événements. Je lis autrement les événements. Très bien. Donc, la démarche a été essentiellement politique. La malchance qu'ils ont, c'est de savoir que la majorité n'est pas naïve.
Voilà. Monsieur Laurent Onyemba, vous n'êtes pas de la majorité, encore moins de l'opposition, vous êtes indépendant. Alors, quel est votre regard critique sur cette démarche? Lorsque l'on appartient à une famille politique, il y a une règle et des conduites. À votre avis, est-ce que vous pensez que la démarche du G7 a péché? Et si elle a péché, mais c'est à quel niveau? Je vous remercie, cher ami Zantoto. Je salue les éminents compatriotes avec qui on est en train de débattre, qui donnent des arguments, je voulais dire, foncièrement importants sur la gestion de la chose publique par rapport à ce qui s'appelle aujourd'hui G7. Mais à quel niveau, je ne suis pas d'accord avec tout le monde. Je l'ai dit sur ce plateau et je crois que l'histoire plaide en faveur de Laurent Onyemba que je suis. J'avais dit à l'époque que le chef de l'État avait une obligation politiquement éthique de dire à la face du monde, comme les autres l'ont fait, les Boni Yahi et les autres, pour dire à la face du monde que je ne suis pas candidat en 2016 et que je vais respecter la Constitution. Je sais qu'on va m'opposer l'argument sur lequel aucune disposition ne prévoit que l'État puisse s'exprimer. Mais j'évoque un autre argument plutôt, je voulais dire, d'une argumentation politiquement éthique parce que la paix, la sécurité de notre population en dépend. Aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Je vais poser la question plutôt, je ne vais pas aller dans des questions, je vais aller dans des questionnements. Est-ce que aujourd'hui, Papi Tamba, Yves Kissombe, Laurent Onyemba, Juno Makilele, ou mon ami, je ne sais pas, tous ceux qui sont dans ce studio, veulent nous dire qu'en 2006, on a oublié que M. Kamitatou était président de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on a oublié que M. Mwando Simba était président de la PAJ quand ils ont introduit la disposition de deux mandats jusqu'en 2011 quand on a changé pour aller à un mandat? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut discuter sur le fait que, du point de vue de la procédure, je suis légaliste. La procédure, Papi Tamba a eu raison, a eu des problèmes. On est dans une majorité... La procédure du G7. Du G7. Oui. On est dans une majorité, peut-être qu'il faut discuter en interne. Mais que la procédure aussi, de Papi Tamba même, que je viens de découvrir ici, donne raison à la G7. Papi Tamba rappelait qu'il s'agissait de la 7e lettre. Vous, comme observateur, j'ai suivi les débats. Troisième lettre, vous avez dit. Quand on a organisé la réunion du bureau politique, la dernière réunion, il y a eu un débat à Kingakati. Le chef de l'État a parlé pendant 5 minutes et a accordé la parole au président Aubin Minakou. Est-ce qu'on a répondu aux questions du G7? Mais à la fin, je ne vais pas aller sur l'aspect embryonnaire parce que moi je suis un légaliste et je suis du côté du peuple. C'est pourquoi je suis indépendant ici. Est-ce que, Papi Tamba, les questions de fond que le G7 pose ont trouvé des réponses? Aujourd'hui, on peut parler de Lutundula, on peut l'insulter, on peut parler de Kamitatou. Hier, c'était le cas de Kamere. On a appris ici qu'il s'agissait du cas de Katumbi. Je ne vais pas citer de noms. Demain, ce sera un autre parti politique. Mais est-ce que la majorité au sein de son appareil fonctionnel pose des vrais questionnements sur la vraie vie de la majorité, les objectifs? Parce que le peuple pense aujourd'hui que la vérité dans notre pays en vue de construire notre démocratie, ça veut dire élection, alternance, même alternative. C'est pourquoi moi je plaide en faveur, même s'il n'y a pas alternance, mais qui est alternative. Ça veut dire qu'au sein de la majorité, on peut trouver des gens qui peuvent travailler. Je vais vous citer un petit exemple, vous n'en voulez jamais. Rapidement, avant de passer la parole... Du gouverneur Moïse Katumbi, qui est de votre majorité. Est-ce que ça dérange qu'il puisse prendre la relève à la part de Joseph Kabila? Aujourd'hui, je vais aller par une question de fond. L'UDPS était partant pour les négociations avec Joseph Kabila et la majorité présidentielle. Mais le cahier des charges, le questionnement de l'UDPS n'a pas trouvé de réponse aujourd'hui où on en est. Vous voulez nous dire aussi que la majorité est en face de l'UDPS, tel que constitué, de Caméré et de tous les opposants aujourd'hui. Mwando Simba est parti. Vous savez ce qu'il représente, c'est quand même un informateur de la majorité. Vous savez ce qu'a été Lutundula, la loi sur les partis politiques, les révisions constitutionnelles, Olivier Kamitetou avec l'ARC, les MSR, des forces de l'opposition. Mon cher ami, il y a un débat. Nous ne disons pas qu'ils ont raison, mais nous disons qu'au-delà de l'aspect embryonnaire, vous avez attaqué plutôt l'aspect de la procédure, alors que le débat de fond demeure. J'ai parlé d'autres fois avec mon ami Bangakia, que je respecte, une intelligence grise. Je lui ai dit qu'aujourd'hui, le monde entier nous regarde. Si impérativement, nous ne passons pas le flambeau, pas nécessairement à partir de la majorité vers l'opposition, mais même au sein de la majorité, trouver des gens qui peuvent donner des réponses aux desiderata de notre peuple, eh bien, nous aurons commis un péché. Mais pour terminer, cher ami Papi, la vérité est qu'on ne va pas s'attaquer aux individus. Moi, je pense qu'en politique, les alliances sont connues. Elles peuvent se renouer, elles peuvent se dénouer. Mais le plus important, c'est de regarder la question de fond. Même en famille, je suis un enseignant de droit. Regardez le divorce. La loi ne l'autorise pas. Les juges ont d'ailleurs la mission de concilier. Mais chaque fois qu'on divorce, posez la question à celui qui décide de divorcer. Il va vous dire qu'il y a destruction irrémédiable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas
une occasion, un moyen que ces frondeurs vous donnent pour reposer la question. On va réévaluer la majorité. Comment vous allez trouver la majorité au Parlement pour voter des lois? Cette question vous allez vous sera rendre compte qu'à la évidemment posée fin, à la question Philippe sera Sombé dans la très deuxième complexe partie et qu'il faut mettre un peu d'eau dans son